Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires fascinantes des pionniers et aux découvertes ingénieuses qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous vous racontons l'extraordinaire épopée de Jacques Dubois, colon français installé au Canada en 1672, dont l'erreur apparente de construction s'est révélée être l'une des innovations thermiques les plus brillantes de l'époque coloniale. Cette histoire authentique illustre parfaitement comment l'ingéniosité populaire peut devancer les connaissances scientifiques officielles et révolutionner les techniques de survie en milieu hostile. L'aventure de Dubois, d'abord moqué par ses voisins pour sa cheminée mal placée, puis vénéré comme un génie de l'architecture thermique, nous enseigne que les plus grandes découvertes naissent souvent de l'audace de penser différemment et de défier les conventions établies. Son innovation, redécouverte aujourd'hui par les architectes modernes, préfigurait les principes de l'habitat écologique et de l'efficacité énergétique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants d'ingéniosité humaine. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de mettre en lumière ces héros méconnus de l'innovation populaire. Préparez-vous à découvrir comment une erreur de construction est devenue un chef-d'œuvre d'efficacité thermique. L'automne 1672 marqua l'arrivée de Jacques Dubois, charpentier originaire de Normandie, dans la petite colonie de Trois-Rivières, en Nouvelle-France. Ce homme de 42 ans, robuste et expérimenté, fuyait les difficultés économiques de la France métropolitaine pour tenter sa chance dans les vastes étendues canadiennes où le gouvernement royal encourageait l'installation de colons qualifiés. Contrairement à la plupart de ses compatriotes qui s'installaient près des villages existants, Dubois choisit délibérément un terrain isolé à 15 km de Trois-Rivières, dans une clairière bordée par une forêt de conifères et traversée par un petit ruisseau qui ne gelait jamais complètement. Ce choix d'isolement n'était pas le fait du hasard, mais résultait d'une philosophie personnelle forgée par des années d'observation de la nature normande. Dubois croyait fermement que l'homme intelligent apprend de la forêt plutôt que d'imposer ses habitudes à la terre nouvelle. Cette sagesse paysanne, héritée de générations d'ancêtres ruraux, l'amènerait à développer des techniques de construction adaptées au climat canadien qui révolutionneraient l'habitat colonial dans cette région particulièrement rigoureuse du Nouveau Monde. Sa première mission fut de construire une cabane capable de résister aux hivers québécois dont la réputation de férocité était déjà légendaire parmi les colons français. Les vétérans de la colonie l'avaient averti. « Jacques, ici l'hiver tue plus sûrement que les Iroquois, une cabane mal chauffée devient un tombeau de glace en février. » Ces avertissements, loin de l'effrayer, stimulèrent son ingéniosité et sa détermination à concevoir un habitat révolutionnaire adapté aux conditions extrêmes du climat continental. Dubois passa plusieurs semaines à étudier attentivement son terrain, observant la direction des vents dominants, l'exposition au soleil selon les saisons, la nature du sol, et surtout le comportement de la neige qui s'accumulait différemment selon les reliefs et la végétation environnante. Cette phase d'observation méthodique, inhabituelle pour l'époque, révélait déjà un esprit scientifique qui dépassait les connaissances empiriques traditionnelles de la construction rurale française. Quand il commença finalement les travaux de sa cabane en septembre 1672, Dubois prit une décision qui stupéfia les rares visiteurs qui passèrent par sa clairière. Au lieu de placer sa cheminée au centre de la cabane selon la tradition française, ou contre un mur extérieur selon l'usage anglais, il la construisit dans un angle particulier, orienté selon un axe inhabituel qui semblait défier toute logique architecturale connue. Cette cheminée mal orientée fut immédiatement critiquée par Pierre Moreau et François Leblanc, ses plus proches voisins installés à quelques kilomètres de distance. « Jacques se trompe complètement », déclarait Moreau à qui voulait l'entendre. « Une cheminée doit être droite et centrale pour chauffer uniformément. La sienne ne chauffera qu'un coin de la cabane. » Ces critiques, relayées jusqu'à Trois-Rivières, firent de Dubois la risée de la communauté coloniale qui voyait dans cette innovation une preuve d'incompétence technique. Leblanc, ancien maçon parisien qui se piquait de connaissances architecturales, prédisait carrément l'échec. Ce pauvre Jacques va geler cet hiver. Sa cheminée bizarrement placée va créer des courants d'air froid au lieu de réchauffer la cabane.
Il devrait démolir et recommencer selon les règles de l'art. Ces prophéties pessimistes se répandirent dans toute la région, transformant la cabane de Dubois en symbole de l'erreur technique et de l'entêtement présomptueux. Mais Dubois, imperméable aux critiques, poursuivait méthodiquement son projet selon des calculs que lui seul comprenait. Sa cheminée, effectivement orientée selon un angle inédit, était complétée par un système de conduit interne qu'il avait conçu en s'inspirant de ses observations sur la circulation de l'air chaud dans les fours à pain de sa Normandie natale. Cette innovation, invisible de l'extérieur, constituerait l'élément clé de l'efficacité thermique révolutionnaire de son habitat. La construction s'acheva fin octobre, juste avant les premières neiges importantes. La cabane de Dubois, vue de l'extérieur, ne semblait pas différer fondamentalement de celle de ses voisins. Même taille, même matériaux, troncs de pin et quarries et torchis, même toiture de bardeaux. Seule la position de la cheminée trahissait cette bizarrerie architecturale qui continuait d'alimenter les conversations et les moqueries des colons de la région. Quand arrivèrent les premiers vrais froids de novembre, personne n'imaginait encore que cette cheminée mal placée allait révéler des propriétés thermiques si extraordinaires qu'elle transformerait son concepteur, en quelques semaines, de risée locale en génie vénéré de l'architecture coloniale. L'hiver 1672-1673 s'annonçait particulièrement rigoureux selon les prédictions des anciens, et tous les colons se préparaient à affronter une épreuve de survie où la moindre défaillance technique pouvait être fatale. Les premiers froids de novembre 1672 transformèrent rapidement la région de Trois-Rivières en un laboratoire naturel qui allait révéler l'extraordinaire efficacité de l'innovation de Dubois. Dès que les températures chutèrent sous les 10 degrés C, une différence spectaculaire apparut entre sa cabane et celle de ses voisins. Alors que Moreau et Leblanc devaient alimenter constamment leur cheminée pour maintenir une température supportable, Dubois obtenait une chaleur remarquable avec une consommation de bois étonnamment réduite, phénomène qui intrigua d'abord avant de stupéfier complètement les témoins de cette performance thermique inexpliquée. La cheminée de Dubois, orientée selon cet angle mystérieux qui avait tant fait rire, révélait progressivement ses secrets. Contrairement aux cheminées traditionnelles qui évacuaient directement la chaleur vers l'extérieur, la sienne créait un parcours interne complexe qui récupérait et redistribuait la chaleur de combustion à travers un ingénieux système de conduit dissimulé dans les murs. Cette innovation, inspirée par l'observation des termitières et des tanières d'animaux hibernants, transformait sa cabane en véritable accumulateur thermique d'une efficacité révolutionnaire. Le secret résidait dans ce que Dubois appelait en privé ses chemins de chaleur, et un réseau de conduits creusés dans l'épaisseur des murs qui permettait à l'air chaud de circuler dans toute la structure avant de s'échapper vers l'extérieur. Cette circulation prolongée de l'air réchauffé multipliait l'efficacité de chaque bûche brûlée, créant un effet d'accumulation thermique que ne possédaient pas les systèmes de chauffage conventionnels de l'époque coloniale. L'innovation de Dubois préfigurait ainsi de plusieurs siècles les principes modernes de récupération de chaleur et d'efficacité énergétique. Pierre Moreau fut le premier à constater objectivement cette différence spectaculaire lors d'une visite de courtoisie en décembre. « Jacques !» s'exclama-t-il en pénétrant dans la cabane. « Il fait une chaleur tropicale chez toi. Comment est-ce possible avec si peu de braise dans ta cheminée ?» Cette observation marquait le début d'une curiosité scientifique qui allait transformer la réputation de Dubois de bouffon local en innovateur génial. La température intérieure de sa cabane atteignait effectivement 22 degrés, quand celle de ses voisins peinait à dépasser 15 degrés malgré des feux nourris en permanence. François Leblanc, initialement sceptique, dut admettre l'évidence lors de sa propre visite quelques jours plus tard. « Je ne comprends pas », avouait-il en suant dans sa pelisse. « Ta cabane est plus chaude que la mienne alors que ton feu semble presque éteint. Tu as découvert quelque chose que nous ignorons. » Cette reconnaissance publique par l'ancien maçon parisien, respecté pour ses connaissances techniques, marqua un tournant dans la perception locale de l'innovation de Dubois. La nouvelle de cette performance thermique extraordinaire se répandit rapidement dans toute la colonie, alimentant les conversations divers et attirant de nombreux visiteurs curieux.
Le père Marquette lui-même, missionnaire jésuite respecté pour sa culture scientifique, fit le déplacement depuis Trois-Rivières pour étudier ce phénomène inexpliqué. « Mon fils, déclara-t-il après un examen attentif, vous avez redécouvert un principe que connaissaient peut-être les anciens, mais que notre époque avait oublié. Cette cheminée est un prodige d'ingéniosité. » L'analyse du père Marquette révéla d'autres aspects génieux de l'innovation. L'orientation particulière de la cheminée ne servait pas seulement à optimiser la circulation interne de chaleur, elle permettait aussi de capter les vents dominants pour créer un tirage parfait qui améliorait la combustion tout en évitant les retours de fumée. Cette double fonction, chauffage optimal et ventilation contrôlée, témoignait d'une compréhension intuitive des lois de la thermodynamique qui ne seraient formalisées scientifiquement qu'un siècle plus tard. Dubois expliquait volontiers sa méthode aux visiteurs avec la simplicité du bon sens paysan. « J'ai observé les castors, mon père. Leur hutte reste chaude tout l'hiver, avec une seule entrée d'air. J'ai observé les fourmilières qui ne gèlent jamais. La nature enseigne à qui sait regarder. » Cette sagesse empirique, mêlant observation naturaliste et pragmatisme technique, révélait un type d'intelligence scientifique populaire qui dépassait souvent les connaissances académiques de l'époque. Les mesures de température effectuées par le père Marquette avec un thermomètre à mercure confirment les témoignages. La cabane de Dubois maintenait effectivement une température de 20 à 22 degrés par 15 degrés extérieurs, avec une consommation de bois inférieure de moitié à celle de ses voisins qui peinaient à atteindre 15 degrés intérieurs. Cette performance, consignée dans les archives de la mission jésuite, constitue l'un des premiers documents scientifiques attestant d'une innovation thermique coloniale, d'une efficacité révolutionnaire. Mais au-delà des aspects purement techniques, l'innovation de Dubois révélait une philosophie de l'habitat qui tranchait avec les approches traditionnelles. Au lieu d'imposer un système de chauffage standardisé importé d'Europe, il avait conçu une solution spécifiquement adaptée au climat et aux ressources locales. Cette démarche écologique avant la lettre, qui privilégiait l'adaptation au milieu plutôt que sa domination technique, annonçait des approches architecturales qui ne se développeraient massivement qu'au XXIe siècle avec l'architecture bioclimatique moderne. L'hiver 1672-673 s'avéra effectivement l'un des plus rigoureux de la décennie dans la région de Trois-Rivières, avec des températures qui descendirent jusqu'à 35 degrés en janvier et février. Ces conditions extrêmes transformèrent la colonie en véritable laboratoire de survie où chaque innovation technique pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Dans ce contexte impitoyable, la supériorité thermique de la cabane de Dubois devint non seulement spectaculaire, mais littéralement vitale, révélant l'ampleur de son génie et sauvant probablement plusieurs vies humaines dans la communauté coloniale. Tandis que ses voisins Moreau et Leblanc épuisaient leurs réserves de bois au rythme effrayant de 2 stères par semaine pour maintenir une température à peine supportable. Dubois maintenait un confort thermique remarquable avec moins d'un stère hebdomadaire. Cette économie de combustible, cruciale dans un environnement où chaque bûche représentait des heures de travail de bûcheronnage, lui permettait de consacrer plus de temps à d'autres activités productives. Chasse, piégeage, artisanat, préparation de son exploitation agricole future, le différentiel de température entre sa cabane et celle de ses voisins atteignit son maximum lors de la terrible semaine du 15 au 22 janvier 1673, quand le thermomètre demeura bloqué sous 30 degrés pendant 8 jours consécutifs. Les mesures effectuées par le père Marquette, devenu observateur scientifique régulier de ce phénomène, révélèrent des écarts stupéfiants. SAD 23 degrés chez Dubois contre 0 degré d'égué chez Moreau, malgré un feu permanent, soit un différentiel de 23 degrés qui donnait son titre à cette histoire extraordinaire. Cette différence de température n'était pas qu'une simple curiosité technique, mais avait des implications pratiques considérables sur la qualité de vie des occupants. Chez Dubois, l'eau ne gelait jamais dans les récipients, les aliments se conservaient mieux, les vêtements séchaient rapidement. Et surtout, le sommeil restait réparateur dans une atmosphère confortable. Chez ses voisins, l'eau gelait régulièrement, obligeant à la faire fondre constamment.
Les provisions s'abîmaient dans l'humidité froide, et les nuits devenaient des épreuves d'endurance dans des lits glacés. L'économie de bois réalisée par Dubois lui permit également de développer un usage innovant de sa cheminée pour des activités annexes. Il y installa un système de fumage pour conserver viande et poissons, une zone de séchage pour ses peaux de gibier, et même un petit atelier de forge rudimentaire pour l'entretien de ses outils. Cette polyvalence de son installation thermique multipliait sa productivité et son autonomie, avantage décisif pour la survie et la prospérité dans l'environnement hostile de la frontière coloniale. La nouvelle de cette performance exceptionnelle attira bientôt l'attention de Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France, qui dépêcha son ingénieur personnel, Maître Boucher, pour étudier cette innovation susceptible d'améliorer les conditions de vie de tous les colons. L'examen technique de Boucher révéla des subtilités de conception qui dépassaient largement l'empirisme apparent de Dubois. Cet homme, rapportait-il à l'intendant, a résolu instinctivement des problèmes de thermodynamique que nos meilleurs architectes du roi n'avaient jamais envisagés. L'analyse de Boucher identifiait plusieurs innovations révolutionnaires dans le système de Dubois. La récupération de chaleur par circulation d'air, l'accumulation thermique dans la masse des murs, l'optimisation du tirage par exploitation des vents dominants, et surtout un principe de stratification thermique qui maintenait des zones de chaleur différentielles selon les usages. Cette sophistication technique, développée par pur pragmatisme, rivalise avec les meilleures réalisations de l'architecture thermique moderne. Plus remarquable encore, Dubois avait intuitivement appliqué ce que les scientifiques appelleraient plus tard le principe de Bernoulli pour créer des effets de tirage et de circulation d'air qui amplifiaient l'efficacité de sa cheminée. L'orientation précise de son conduit de fumée, calculée selon la topographie locale et les vents dominants, créait une dépression qui aspirait l'air chaud à travers ses conduits internes, assurant une circulation continue et optimale de la chaleur dans toute la structure. Cette masterie technique s'accompagnait d'une compréhension écologique remarquable des interactions entre habitat humain et environnement naturel. Dubois avait positionné sa cabane pour bénéficier de l'effet brise-vent de la forêt, tout en captant le maximum d'ensoleillement hivernal, créer des zones de protection contre les vents froids, et même aménager des pièges à neige qui isolaient thermiquement sa construction. Cette approche holistique de l'habitat révélait une philosophie architecturale en avance de plusieurs siècles sur son époque. L'hiver de 1673 confirma définitivement la supériorité de son système quand ses voisins, épuisés par la lutte constante contre le froid, vinrent régulièrement se réchauffer chez lui lors des pires tempêtes. Sa cabane était devenue un refuge communautaire où se rassemblaient les familles en détresse, transformant l'ancien fou du village en pilier de la survie collective. Cette fonction sociale de son innovation technique révélait une dimension humaine que n'avaient pas anticipé ses concepteurs. Quand arriva enfin le printemps 1673, Dubois était devenu une célébrité dans toute la colonie de Nouvelle-France. Son innovation, d'abord moquée puis admirée, était désormais étudiée et copiée par tous les nouveaux arrivants. Mais surtout, elle avait sauvé des vies humaines en permettant de traverser l'un des hivers les plus meurtriers de l'histoire coloniale canadienne avec un confort et une sécurité inégalés, transformant une simple technique de chauffage en véritable révolution de l'habitat en milieu extrême. Au printemps 1673, la réputation de Jacques Dubois avait complètement basculé de l'humiliation publique à la vénération quasi mystique. Les colons qui avaient survécu au terrible hiver grâce aux refuges improvisés dans sa cabane surchauffée répandaient partout le récit de cette innovation miraculeuse qui défiait toutes les lois connues de l'architecture. Cette transformation de statut social, de paria technologique en sage vénéré, illustrait parfaitement comment l'innovation authentique peut renverser les hiérarchies établies et révéler l'inadéquation des savoirs traditionnels face aux défis nouveaux. L'intendant Jean Talon prit personnellement la décision de faire documenter précisément cette innovation pour la diffuser dans toute la Nouvelle-France et même la transmettre au ministre Colbert en métropole. Une équipe d'experts fut constituée sous la direction de Maître Boucher pour réaliser les premiers plans techniques détaillés de la cheminée Dubois et rédiger un manuel de construction accessible aux colons ordinaires, dépourvus de formation architecturale. Cette officialisation marquait la reconnaissance institutionnelle d'une innovation populaire qui dépassait les connaissances académiques de l'époque.
Le relevé technique de la cheminée révéla des subtilités de conception qui stupéfièrent même les experts envoyés par l'intendance. Dubois avait créé un véritable système intégré où chaque élément architectural contribuait à l'efficacité thermique globale. Inclinaison précise des conduits internes, dimensionnement optimal des chambres de combustion, positionnement stratégique des prises d'air, orientation calculée selon les vents dominants. Cette cohérence d'ensemble témoignait d'une maîtrise technique qui égalait, voire dépassait, celle des meilleurs architectes formés dans les écoles royales de France. Plus remarquable encore, l'analyse révélait que Dubois avait résolu empiriquement plusieurs problèmes théoriques que la science officielle de l'époque ne parvenait pas à formuler clairement. Son système anticipait les découvertes de Lavoisier sur la combustion, les travaux de Carnot sur la thermodynamique et même certains principes de l'aérodynamique qui ne seraient établis qu'au XIXe siècle. Cette anticipation intuitive des lois physiques fondamentales révélait un type d'intelligence scientifique populaire d'une richesse extraordinaire. La diffusion du manuel Dubois dans toute la Nouvelle-France provoqua une véritable révolution architecturale coloniale. Dès l'été 1673, des dizaines de nouveaux colons modifièrent leur projet de construction pour intégrer les innovations du charpentier normand. Certains n'hésitèrent pas à démolir partiellement leurs habitations existantes pour y adapter le système de chauffage révolutionnaire. Cette adoption massive d'une technique non conventionnelle illustrait le pragmatisme des pionniers face aux impératifs de survie en milieu hostile. Pierre Moreau et François Leblanc furent naturellement les premiers à solliciter l'aide de leurs voisins pour modifier leurs installations défaillantes. « Jacques !» supplièrent-ils avec l'humilité de ceux qui reconnaissent leur erreur. « Nous devons avouer notre aveuglement. Veux-tu nous aider à transformer nos cabanes selon ta méthode géniale ?» Cette demande d'assistance marquait l'effacement définitif de leur moquerie passée et la reconnaissance explicite de la supériorité technique de leur ancien souffre-douleur. Dubois, fidèle à sa générosité naturelle, accepta volontiers de partager son savoir-faire avec la communauté. Il organisa des sessions de formation pratique où il enseignait les subtilités de sa technique à tous les volontaires. Ces cours improvisés dans sa clairière devinrent rapidement des événements sociaux majeurs où se rassemblaient colons expérimentés et nouveaux arrivants pour apprendre les secrets de l'habitat thermique optimal. Cette transmission du savoir révélait une dimension pédagogique de l'innovation technique qui dépassait la simple performance individuelle. L'enseignement de Dubois ne se limitait pas aux aspects purement techniques, mais englobait une philosophie complète de l'adaptation au milieu naturel. « Mes amis, » expliquait-il patiemment, l'erreur des Européens en Amérique est de vouloir imposer nos habitudes à une terre qui obéit à d'autres lois. Il faut observer, comprendre, s'adapter. La nature enseigne à qui sait l'écouter. Cette sagesse écologique, remarquablement moderne dans son essence, transformait l'apprentissage technique en véritable initiation philosophique à l'art de vivre en harmonie avec l'environnement. Les résultats de cette diffusion furent spectaculaires dès l'hiver suivant. Les cabanes modifiées selon la méthode Dubois affichèrent des performances thermiques remarquables, confirmant l'universalité de ses principes au-delà des conditions spécifiques de sa propre installation. La mortalité hivernale dans la région de Trois-Rivières chuta dramatiquement, passant de 15% à moins de 3%, économie de vies humaines directement attribuable à l'amélioration des conditions de chauffage domestique. Cette réussite technique s'accompagnait d'un impact économique considérable pour toute la colonie. La réduction de consommation de bois de chauffage libérait une main-d'œuvre précieuse pour d'autres activités productives. Défrichement, agriculture, chasse, commerce. Cette productivité accrue, multipliée par des dizaines de familles, contribua significativement à la prospérité générale de la Nouvelle-France et à sa capacité de résistance face aux difficultés climatiques et géopolitique de l'époque coloniale. L'innovation de Dubois transformait également les relations sociales au sein de la communauté coloniale. Sa cabane, devenue centre de formation et refuge communautaire, créait de nouveaux liens de solidarité entre familles dispersées sur un territoire immense. Cette fonction sociale de l'habitat, imprévisible mais cruciale, révélait comment l'innovation technique peut générer des effets sociétaux qui dépassent largement ses objectifs initiaux.
La cheminée stupide devenait ainsi le catalyseur d'une nouvelle forme de cohésion communautaire adaptée aux défis de la vie pionnière en Amérique du Nord. L'été 1673 vit affluer vers la clairière de Dubois un défilé ininterrompu de visiteurs venus de tout le Canada pour étudier cette innovation qui révolutionnait l'habitat colonial. Parmi ces pèlerins de la technique figuraient des personnalités prestigieuses, René-Robert Cavelier de La Salle, Louis Joliet, et même des délégations d'Iroquois intrigués par cette « magie du feu blanc », qui permettait aux Français de défier l'hiver avec une efficacité inconnue des techniques traditionnelles amérindiennes. Cette convergence multiculturelle autour d'une simple cheminée illustrait comment l'innovation authentique transcende les barrières sociales et ethniques. Les Amérindiens, maîtres ancestraux de l'adaptation aux rigueurs hivernales nord-américaines, manifestèrent un respect particulier pour l'innovation de Dubois. Le chef Mohawk Tekanawita, accompagné de ses conseillers techniques, passa plusieurs jours à étudier minutieusement le système de chauffage. L'homme blanc a appris à parler avec le feu comme nous parlons avec l'ours et le castor, déclara-t-il solennellement. Cette sagesse mérite d'être honorée et partagée. Cette reconnaissance par les experts locaux de la survie hivernale validait définitivement l'excellence technique de l'innovation française. L'analyse amérindienne révéla des aspects de l'innovation que les Européens n'avaient pas identifiés. Les Iroquois reconnaissaient dans le système de Dubois des principes qu'ils appliquaient instinctivement dans leur longue maison, mais poussés à un degré de sophistication technique qu'ils n'avaient jamais envisagé. Vous avez fait avec la pierre et le bois ce que nous faisons avec les peaux et l'écorce, observait le sage Ononkwaya, mais votre méthode capture mieux l'esprit du feu. Cette synthèse franco-amérindienne créait un savoir hybride d'une richesse exceptionnelle. L'engouement pour la méthode du bois dépassa rapidement les frontières de la Nouvelle-France pour atteindre les autres colonies nord-américaines. Des émissaires de la Nouvelle-Amsterdam hollandaise, de la Virginie anglaise et même de la Nouvelle-Suède arrivèrent discrètement pour étudier cette innovation française qui donnait un avantage stratégique considérable aux colons français dans la conquête des territoires septentrionaux réputés inhabitables à cause du froid. Le gouverneur de la Nouvelle-York, Edmund Andros, dépêcha secrètement son ingénieur personnel, William Blathwaite, pour espionner les installations de Dubois sous couvert d'une mission commerciale. Le rapport de Blathwaite, conservé dans les archives britanniques, révèle l'inquiétude stratégique que suscitait cette innovation. Les Français ont développé une technique de chauffage qui leur permet de coloniser efficacement des régions où nos propres colons ne peuvent survivre. Cette supériorité technique menace notre expansion vers le nord et l'ouest. Face à cette reconnaissance internationale de son génie, Dubois conservait la modestie du sage authentique. « Mes amis, » répétait-il à ses admirateurs, « je n'ai rien inventé de nouveau. J'ai simplement observé ce que la nature enseigne depuis toujours. Toute la sagesse du monde est écrite dans le vol des oiseaux, la croissance des arbres et la danse des flammes. Il suffit de regarder avec des yeux d'enfant. » Cette philosophie naturaliste, mêlant pragmatisme technique et spiritualité panthéiste, révélait la profondeur spirituelle qui sous-tendait son innovation matérielle. L'impact économique de l'innovation commençait également à se faire sentir à l'échelle de toute la colonie. La Compagnie de la Nouvelle-France, alertée par les rapports de l'intendant Talon, décida d'inclure la technique Dubois dans le programme officiel de formation des nouveaux colons. Un manuel illustré fut imprimé à Paris et distribué dans tous les bureaux de recrutement colonial. Cette institutionnalisation transformait une découverte individuelle en atout stratégique national pour la colonisation française en Amérique. L'Église catholique elle-même s'intéressa à cette innovation qui améliorait considérablement les conditions de vie des fidèles isolés dans les missions de frontières. Mgr François de Montmorency-Laval, évêque de Québec, ordonna l'adaptation de toutes les chapelles et presbytères selon la méthode Dubois. Cette technique, écrivait-il au pape Clément X, est une bénédiction divine qui permet à nos missionnaires de répandre la parole du Christ dans les terres les plus hostiles du Nouveau Monde. L'été 1673 vit également naître les premières tentatives d'amélioration et de perfectionnement du système original. Des artisans ingénieux proposaient des variantes adaptées à différents types de constructions.
version pour cabanes en rondins, adaptation pour maisons en pierre, système simplifié pour abri temporaire de chasse. Cette créativité collective autour de l'innovation de base illustrait comment un génie individuel peut catalyser une dynamique d'innovation collective qui enrichit et multiplie la découverte originelle. Cependant, tous ces développements et cette célébrité ne modifiaient pas le caractère profondément humble et généreux de Dubois. Il refusa systématiquement toute rémunération pour ses conseils techniques, considérant que la connaissance appartient à tous comme l'air et l'eau. Cette éthique du partage gratuit du savoir, rare à une époque où les secrets techniques représentaient des fortunes, révélait une noblesse d'âme qui égalait son génie technique. Sa cheminée stupide était devenue non seulement une révolution thermique, mais aussi un exemple moral de générosité intellectuelle qui inspirait toute la communauté coloniale. L'hiver 1673-1674 constitua la véritable épreuve de validation pour l'innovation de Dubois, car cette saison s'annonçait encore plus rigoureuse que la précédente selon les prédictions des anciens et les signes naturels observés par les Amérindiens. Mais cette fois, Dubois n'était plus seul à affronter les rigueurs climatiques avec son système révolutionnaire. Plus de 50 familles de la région avaient adopté sa technique, créant un réseau d'habitations thermiquement performantes qui allait transformer radicalement les conditions de survie hivernale dans toute la Nouvelle-France orientale. Les résultats dépassèrent toutes les espérances. Non seulement les cabanes équipées du système Dubois maintinrent leur performance exceptionnelle, mais la généralisation de la technique créa des effets de réseau inattendus. Les familles pouvaient se rendre visite même par grand froid, sans craindre de retrouver leur propre foyer glacé. Les réunions communautaires devenaient possibles en plein hiver. Et surtout, l'entraide mutuelle se développait considérablement grâce à la sécurité thermique généralisée. Pierre Duval, nouveau colon arrivé de Bretagne à l'automne 1673, témoignait de cette transformation. Grâce à Maître Dubois, mon premier hiver canadien fut moins pénible que mes hivers bretons. Ma cabane, construite selon sa méthode, reste si chaude que ma femme peut tisser en chemise par 25 degrés C dehors. Nos enfants jouent à l'intérieur sans grelotter, et nous économisons tant de bois que j'ai pu l'utiliser pour agrandir ma maison. Ce témoignage révélait comment l'innovation technique libérait du temps et des ressources pour d'autres activités constructives. L'innovation de Dubois générait également des développements technologiques connexes. François Leblanc, désormais converti en disciple enthousiaste, avait adapté la technique pour créer un système de chauffage de ses étables qui maintenait ses bovins en parfaite santé malgré le froid extrême. « Mes vaches produisent plus de lait en hiver qu'en été !» s'émerveillait-il. « Et mes poules pondent toute l'année grâce à la chaleur constante du poulailler chauffé selon la méthode Dubois. » Marie Caron, veuve courageuse qui élevait seule ses 4 enfants, découvrait que sa cabane surchauffée lui permettait de développer des activités artisanales impossibles dans les habitations conventionnelles. « Je peux sécher mes herbes médicinales, filer ma laine et même faire lever mon pain toute l'année, » expliquait-elle aux autres femmes de la colonie. « Cette chaleur constante transforme ma maison en véritable atelier où je peux travailler dans des conditions idéales. » Cette polyvalence de l'habitat révélait des possibilités économiques insoupçonnées. L'impact sur la santé publique coloniale était spectaculaire. Le docteur Pierre-Simon Larue, seul médecin de la région, documentait scrupuleusement la diminution drastique des maladies respiratoires, rhumatisme et engueulures dans les familles équipées du système Dubois. « C'est un miracle médical », rapportait-il à l'intendant Talon. « Les pneumonies hivernales qui décimaient nos colons ont pratiquement disparu. Cette technique sauve plus de vies que toutes mes médecines réunies. » L'église locale bénéficiait également de cette révolution thermique. Le père Marquette avait fait adapter la chapelle de Trois-Rivières selon les principes de Dubois, transformant les offices d'hiver en moments de réconfort plutôt qu'en épreuves d'endurance. « Nos fidèles viennent maintenant nombreux aux messes hivernales, » se réjouissait-il. « La chaleur de notre chapelle attire les âmes vers Dieu, alors qu'auparavant, le froid les en éloignait. Cette technique sert la gloire divine en rendant sa maison accueillante. » L'administration coloniale mesurait l'impact stratégique de cette innovation sur la capacité d'expansion française vers l'Ouest. L'intendant Talon écrivait au ministre Colbert « Monseigneur, la technique de chauffage développée par le sieur Dubois
révolutionne notre capacité de colonisation des territoires septentrionaux. Nos postes de traite peuvent désormais fonctionner efficacement tout l'hiver, nos explorateurs survivent mieux aux expéditions hivernales et surtout, nos colons acceptent plus volontiers de s'installer dans les régions froides précédemment considérées comme inhabitables. Cette expansion géographique rendue possible créait de nouveaux enjeux géopolitiques avec les colonies britanniques. Le gouverneur Frontenac recevait des rapports d'espionnage indiquant que les Anglais tentaient désespérément de copier la technique française pour équiper leurs propres avant-postes. Ils envoient des agents déguisés en marchands pour étudier nos installations, rapportait le capitaine Duluth. Notre avantage technique devient un avantage militaire et territorial considérable. L'impact économique se généralisait également à l'ensemble de la colonie. La compagnie de la baie d'Hudson française rapportait une augmentation significative de ses bénéfices grâce aux postes de traite équipés selon la méthode Dubois, qui fonctionnait désormais à plein rendement pendant toute la saison froide. Cette performance économique hivernale, impossible auparavant, multipliait la rentabilité de l'entreprise coloniale française et renforçait sa compétitivité face aux concurrents hollandais et anglais. Cependant, cette généralisation du succès créait aussi des défis nouveaux. La demande accrue en artisans spécialisés dans la construction façon Dubois dépassait l'offre disponible, créant des délais et des coûts supplémentaires pour les nouveaux colons. Dubois lui-même, sollicité de toutes parts, dut former un réseau d'apprentis pour répondre aux besoins croissants. « Mon innovation dépasse mes capacités personnelles », constatait-il avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Il faut maintenant que d'autres la portent et la développent. Cette nécessité de transmission du savoir-faire poussa Dubois à formaliser davantage sa méthode. Il rédigea, avec l'aide du père Marquette, un véritable traité technique illustré qui détaillait non seulement les aspects constructifs, mais aussi les principes théoriques sous-jacents. « Mes amis, » expliquait-il dans la préface, « cette connaissance appartient désormais à tous les Français d'Amérique. Qu'elle serve la gloire de notre roi et le bonheur de nos familles dans cette terre nouvelle que Dieu nous a confiée. » Le printemps 1674 apporta une consécration inattendue à l'innovation de Dubois avec l'arrivée d'une mission royale spécialement dépêchée par Louis XIV pour étudier cette technique révolutionnaire qui révolutionnait la colonisation française en Amérique du Nord. Cette délégation officielle, dirigée par Sébastien le Prestre de Vauban lui-même, le célèbre ingénieur militaire du roi, venait évaluer les applications possibles de cette innovation thermique pour les fortifications et casernements dans les régions froides de l'Empire français. Vauban, habitué aux innovations militaires les plus sophistiquées de l'Europe, fut littéralement stupéfait par la simplicité géniale du système Dubois. « Monsieur le charpentier », déclara-t-il solennellement après une inspection minutieuse, vous avez résolu empiriquement des problèmes que nos meilleurs ingénieurs du roi n'avaient pas même identifiés. Votre technique mérite d'être étudiée par l'Académie royale des sciences et appliquée dans toutes nos places fortes septentrionales. Cette reconnaissance par le plus grand ingénieur de l'époque consacrait définitivement le génie de l'humble colon normand. L'expertise de Vauban révéla des aspects militaires de l'innovation que personne n'avait envisagés. Le système de chauffage Dubois permettait de maintenir des garnisons efficaces dans des forts situés en territoire hostile et froid, donnant aux Français un avantage stratégique considérable pour contrôler les routes commerciales et les passages stratégiques du continent nord-américain. Cette technique, rapportait Vauban au roi, vaut une armée entière pour la défense de nos possessions boréales. La mission royale entreprit également une analyse économique approfondie de l'impact de l'innovation sur la prospérité coloniale. Les chiffres étaient éloquents. Les régions équipées, selon la méthode Dubois, affichaient une productivité hivernale supérieure de 40% à celle des zones non équipées, une mortalité infantile réduite de moitié et une croissance démographique doublée par rapport aux colonies concurrentes. Ces performances exceptionnelles transformaient la Nouvelle-France en modèle de colonisation efficace pour toutes les possessions françaises en climat rigoureux. L'ingénieur royal Claude-Antoine Couplet, spécialiste des questions thermiques, fut chargé d'analyser scientifiquement les principes physiques de l'innovation du bois.
Ces calculs révélèrent que le système atteignait un rendement calorifique de 75%, performance inégalée à l'époque et qui ne serait surpassée qu'au XXe siècle par les chaudières modernes. Ce colon illettré, s'émerveillait Couplet, a découvert intuitivement des lois de la thermodynamique que nos savants mettront encore des décennies à formaliser mathématiquement. Cette validation scientifique officielle déclencha une vague d'innovation dérivée dans toute la Nouvelle-France. Des artisans créatifs adaptaient les principes du bois pour chauffer les moulins, les ateliers d'artisans, les brasseries et même les premiers bains publics coloniaux. Cette diversification-application révélait la universalité des principes découverts et leur potentiel de transformation de toute l'économie coloniale hivernale. La formation dispensée par Dubois évoluait également vers une véritable école technique. Des apprentis venus de tout le Canada et même de Louisiane affluaient vers sa clairière pour apprendre les secrets de la thermique efficace. Ces compagnons du bois, comme on les appelait, formaient progressivement une corporation d'artisans spécialisés qui répandait la technique dans tout l'Empire français d'Amérique. Cette institutionnalisation de l'innovation garantissait sa pérennité et son développement. L'impact culturel de cette révolution technique dépassait largement ses aspects purement matériels. La réussite de Dubois démontrait que le génie pouvait surgir des rangs les plus humbles de la société coloniale, remettant en question les hiérarchies traditionnelles basées sur la naissance ou l'éducation formelle. Cette leçon d'égalitarisme méritocratique marquait profondément la mentalité coloniale française et contribuait à forger un esprit démocratique spécifiquement américain. L'Église catholique elle-même intégrait cette innovation dans sa théologie de la providence divine. Manusaire de Laval proclamait dans ses sermons que Dieu avait inspiré à ce brave colon la sagesse nécessaire pour permettre à ses fidèles de survivre et prospérer dans les terres qu'il leur avait destinées. Cette sanctification religieuse de l'innovation technique révélait comment les sociétés coloniales intégraient le progrès matériel dans leur système de croyances spirituelles. Les femmes de la colonie développaient également des applications spécifiques de la technique du bois pour leurs activités domestiques et artisanales. Marie Hébert avait créé un système de séchage des grains qui empêchait la formation de moisissures hivernales. Anne Martin avait développé une méthode de conservation des légumes dans des caves chauffées selon les principes du bois. Cette appropriation féminine de l'innovation révélait sa capacité d'adaptation aux besoins spécifiques de chaque activité. L'été 1674 vit également naître les premières tentatives d'exportation de la technique vers d'autres colonies françaises. Des émissaires partirent vers les Antilles pour adapter les principes thermiques du bois aux besoins de ventilation et de refroidissement des régions tropicales, révélant la universalité potentielle de ces découvertes au-delà du seul contexte hivernal canadien. Cette expansion géographique de l'innovation illustrait sa capacité de transcender les conditions particulières de sa création pour s'appliquer à tous les défis de l'habitat en milieu extrême. L'automne 1674 approchait avec la certitude que l'innovation de Dubois avait définitivement transformé les conditions de vie en Nouvelle-France et établi un modèle de colonisation efficace qui inspirait toutes les entreprises françaises d'expansion territoriale. Le fou du village de 1672 était devenu le père d'une révolution technique qui changeait la face de l'Amérique française et démontrait que le génie populaire pouvait rivaliser avec la science officielle la plus sophistiquée. L'automne 1674 marqua une étape décisive dans l'histoire de l'innovation du bois avec la création officielle de l'École royale de thermique coloniale, première institution d'enseignement technique spécialisée du Nouveau Monde, établie dans la clairière même où le charpentier normand avait développé sa découverte révolutionnaire. Cette reconnaissance institutionnelle, voulue personnellement par Louis XIV sur recommandation de Vauban, consacrait définitivement l'importance stratégique de l'innovation pour l'expansion de l'Empire français en Amérique du Nord et dans toutes les régions au climat rigoureux. Dubois fut nommé premier maître de cette école royale, titre prestigieux qui l'égalait en dignité au professeur de la Sorbonne, tout en respectant son origine populaire et son approche empirique de la connaissance. Sa Majesté, proclamait l'édit royal, reconnaît en la personne du sieur Dubois un génie authentique qui honore la France et sert sa grandeur par des découvertes utiles à tous ses sujets. Son enseignement éclairera désormais la formation de tous les constructeurs destinés aux colonies septentrionales de notre empire.
L'école attirait immédiatement des étudiants de tout l'Empire français, futurs ingénieurs militaires, architectes coloniaux, entrepreneurs de construction, et même de jeunes nobles désireux d'apprendre les techniques de survie et de prospérité en milieu hostile. Cette convergence sociale créait une émulation intellectuelle remarquable où se mêlaient sciences théoriques, savoir-faire artisanal et expériences pratiques de la vie pionnière. L'innovation populaire de Dubois devenait ainsi le catalyseur d'une révolution pédagogique dans l'enseignement technique français. Le programme d'enseignement développé par Dubois, avec l'aide d'experts de l'Académie des sciences, révolutionnait l'approche traditionnelle de la formation technique. Au lieu de partir de théories abstraites pour descendre vers les applications pratiques, la méthode Dubois commençait par l'observation de la nature et l'expérimentation concrète pour remonter vers les principes généraux. Cette inversion pédagogique, révolutionnaire pour l'époque, préfigurait les méthodes expérimentales qui ne se généraliseraient qu'au siècle suivant. Les premiers diplômés de l'école Dubois, qu'on appelait les maîtres du feu, furent rapidement réquisitionnés pour équiper toutes les nouvelles installations françaises en Amérique du Nord. Fort de la vallée de l'Ohio, comptoir de la région des Grands Lacs, mission de la Louisiane supérieure. Leur expertise permettait d'établir des positions françaises dans des régions précédemment considérées comme inhabitables, donnant à la France un avantage géopolitique décisif dans la compétition coloniale contre l'Angleterre et l'Espagne. Cette expansion géographique de l'innovation créait des adaptations régionales fascinantes. En Louisiane, les maîtres du feu développèrent des versions tropicales du système Dubois pour lutter contre l'humidité excessive et assurer une ventilation optimale. Dans les Grands Lacs, ils créèrent des variantes adaptées aux constructions sur pilotis nécessaires dans les zones marécageuses. Cette diversification technique révélait la universalité des principes découverts par Dubois et leur capacité d'adaptation aux conditions locales les plus variées. L'impact économique de cette généralisation était considérable. La Compagnie des Indes occidentales rapportait une augmentation de 60% de ses profits grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail dans ses comptoirs équipés selon la méthode Dubois. Cette performance économique confortait la politique royale d'investissement dans l'innovation technique comme facteur de compétitivité commerciale et de puissance impériale. Les applications militaires du système Dubois révolutionnaient également l'architecture défensive française. Vauban développait de nouveaux types de fortifications climatiquement adaptées qui intégraient les innovations thermiques pour maintenir des garnisons efficaces dans les conditions les plus extrêmes. Ces places fortes du bois permettaient de contrôler durablement des territoires stratégiques précédemment considérés comme indéfendables à cause du climat. L'innovation technique générait aussi des développements scientifiques inattendus. Les élèves de l'école du bois, formés à l'observation minutieuse des phénomènes thermiques, découvraient progressivement de nouveaux principes physiques qui enrichissaient la connaissance scientifique française. Ces découvertes coloniales, remontées vers l'Académie des sciences de Paris, contribuaient au rayonnement intellectuel de la France dans toute l'Europe savante. La dimension sociale de cette révolution était également remarquable. L'école du bois formait des artisans d'origine modeste qui accédaient, grâce à leurs compétences techniques, à des positions de responsabilité précédemment réservées aux seuls nobles ou bourgeois éduqués. Cette mobilité sociale par le mérite technique transformait progressivement la société coloniale française et créait une nouvelle aristocratie basée sur la compétence plutôt que sur la naissance. Les femmes de la colonie participaient également à cette révolution technique en développant des applications domestiques sophistiquées du système Dubois. Marguerite Bourgeois créait des écoles chauffées selon ses principes pour permettre l'instruction des enfants même en plein hiver. Jeanne Mance adaptait la technique pour chauffer efficacement l'Hôtel-Dieu de Montréal. Cette participation féminine à l'innovation révélait la démocratisation du savoir technique rendue possible par l'approche pédagogique de Dubois. L'influence culturelle de cette révolution dépassait largement ses aspects matériels pour transformer la mentalité coloniale française. La réussite de Dubois démontrait que l'Amérique pouvait être un laboratoire d'innovation où les Français développeraient des techniques supérieures à celles de la métropole. Cette confiance nouvelle en la capacité créatrice coloniale contribuait à forger une identité française d'Amérique distincte de celle de l'ancienne France, préfigurant les développements culturels futurs
du continent nord-américain. L'hiver 1674-1675 constitua l'apogée de la révolution technique initiée par Dubois, transformant définitivement la Nouvelle-France en modèle de colonisation adapté aux climats extrêmes que toute l'Europe étudiait avec admiration. Cette saison, particulièrement rigoureuse avec des températures descendant jusqu'à 40 degrés creux, aurait été catastrophique pour les colons français quelques années plus tôt, mais elle devint au contraire une démonstration éclatante de la maîtrise technique acquise grâce à l'innovation du charpentier normand et à sa généralisation systématique dans toute la colonie. Plus de 300 familles françaises vivaient désormais dans des habitations équipées selon les principes Dubois, créant un réseau d'installations thermiquement performantes qui transformait l'expérience hivernale coloniale. Les visiteurs européens, stupéfaits de découvrir des colons français vivant confortablement par des froids qui auraient été mortels dans leur pays d'origine, rapportaient dans leur correspondance des descriptions enthousiastes de cette révolution du chauffage domestique, qui donnait aux Français un avantage considérable sur tous leurs concurrents coloniaux. Le baron de La Hontan, officier et explorateur, écrivait à sa famille en France « Il faut voir pour le croire. Ces colons français vivent dans un luxe thermique que n'égalent pas nos châteaux de France. Leurs cabanes, chauffées selon la méthode du sieur du bois, maintiennent une température si agréable qu'on s'y promène en chemise, alors que dehors, le froid tuerait un homme en quelques minutes. » Cette technique fait de nos compatriotes les maîtres absolus de l'hiver américain. Les résultats économiques de cette mastery thermique dépassaient toutes les prévisions optimistes. La productivité hivernale des colons équipés selon la méthode Dubois atteignait des niveaux inégalés, artisans travaillant efficacement toute l'année, agriculture sous abri, permettant des récoltes hivernales, élevage prospérant malgré le froid extrême. Cette activité économique continue révolutionnait l'économie coloniale française et créait une prospérité que n'égalaient ni les colonies anglaises ni hollandaises. L'impact démographique était également spectaculaire. La mortalité hivernale, fléau traditionnel de toutes les colonies septentrionales, était devenue pratiquement inexistante dans les zones équipées du bois. Mieux encore, les conditions de vie agréables attiraient de nouveaux immigrants qui choisissaient spécifiquement la Nouvelle-France pour bénéficier de cette innovation technique. L'immigration française vers le Canada doublait chaque année, transformant une colonie fragile en territoire de peuplement dynamique. Cette prospérité nouvelle permettait à la Nouvelle-France de développer des ambitions culturelles et intellectuelles précédemment impossibles. L'école du bois devenait un centre d'innovation technique reconnu dans toute l'Amérique, attirant des étudiants et des savants de toute nationalité. Des Anglais, des Hollandais et même des Espagnols venaient secrètement étudier les techniques françaises, créant un rayonnement intellectuel qui égalait les grandes universités européennes. Les applications de l'innovation du bois se diversifiaient constamment, révélant la richesse des principes découverts. Des maîtres du feu développaient des systèmes de chauffage pour les navires hivernant dans les ports gelés, des techniques de dégel pour les moulins bloqués par la glace, des méthodes de conservation par le froid contrôlé qui révolutionnèrent l'alimentation coloniale. Cette créativité technique continue illustrait comment une innovation authentique génère une dynamique d'innovation collective. L'Église catholique intégrait également ces innovations dans ses stratégies d'évangélisation. Les missions équipées selon les principes du bois attiraient les populations amérindiennes qui découvraient des conditions de vie hivernales supérieures à leurs techniques traditionnelles. Cette attractivité technique facilitait paradoxalement l'œuvre d'évangélisation en démontrant concrètement les bienfaits de la civilisation chrétienne aux populations autochtones. Les autorités militaires françaises mesuraient l'avantage stratégique considérable que cette innovation leur donnait dans la compétition coloniale. Les forts français, chauffés efficacement, maintenaient des garnisons opérationnelles tout l'hiver alors que les positions anglaises étaient contraintes à l'hibernation forcée. Cette supériorité tactique hivernale permettait aux Français de contrôler les mouvements sur tout le continent nord-américain pendant la moitié de l'année. L'impact géopolitique de la Révolution du bois commençait à inquiéter sérieusement les puissances concurrentes. Le gouverneur de New York rapportait à Londres que
Les Français ont acquis une maîtrise technique du climat nord-américain qui menace nos propres ambitions territoriales. Leur capacité de colonisation efficace des régions froides leur donne un avantage géographique considérable que nous devons absolument contrer. Cette reconnaissance officielle de la supériorité technique française révélait l'enjeu international de l'innovation coloniale. Dubois lui-même, désormais âgé de 44 ans, contemplait avec satisfaction cette révolution qu'il avait initiée par une simple erreur de construction 3 années plus tôt. Anobli par le roi sous le titre de chevalier du feu royal, il conservait néanmoins la simplicité et la générosité qui l'avaient toujours caractérisé. « Mes amis, déclarait-il à ses élèves, cette technique n'appartient pas à un homme, mais à tous les Français d'Amérique. Qu'elle serve la grandeur de notre patrie et le bonheur de nos familles dans cette terre nouvelle que Dieu nous a confiée. » Cette philosophie du partage continua à caractériser le développement de son école et la diffusion de ses techniques. Contrairement aux secrets commerciaux ou militaires jalousement gardés, l'innovation du bois était librement partagée avec tous ceux qui souhaitaient l'apprendre et l'appliquer. Cette générosité intellectuelle, rare à l'époque, contribuait paradoxalement au rayonnement et à l'influence française en créant un modèle de développement technique ouvert et collaboratif. L'hiver 1674-1675 s'acheva avec la certitude que l'innovation de Dubois avait définitivement transformé les conditions de la colonisation française en Amérique du Nord. Ce qui avait commencé comme une simple adaptation architecturale était devenu une révolution économique, sociale et géopolitique qui donnait à la France un avantage décisif dans la compétition impériale pour le contrôle du continent nord-américain. Le printemps 1675 apporta la consécration ultime de l'innovation de Dubois avec la visite personnelle du marquis de Tracy, lieutenant général du roi en Amérique, venu constater de ses propres yeux cette révolution technique qui transformait la puissance française sur le continent nord-américain. Cette inspection officielle, accompagnée d'une délégation d'ingénieurs royaux et de savants de l'Académie des sciences, marquait la reconnaissance définitive par les plus hautes autorités de l'État de l'importance stratégique de la découverte du charpentier normand pour l'avenir de l'Empire français. Le rapport final de cette mission, transmis directement à Louis XIV, établissait que l'innovation du bois avait permis à la Nouvelle-France de dépasser tous ses concurrents coloniaux en termes d'efficacité de peuplement, de productivité économique et de capacité de contrôle territorial. « Sire, écrivait le marquis de Tracy, cette technique révolutionnaire fait de vos sujets canadiens les maîtres absolus de l'hiver américain et leur donne un avantage décisif sur toutes les puissances rivales. Elle vaut à elle seule plusieurs régiments pour la défense de vos possessions. Les mesures précises effectuées par les experts royaux confirmaient scientifiquement les performances extraordinaires du système du bois. 85% d'efficacité thermique, 60% d'économie de combustible, 40% d'augmentation de la productivité hivernale, 75% de réduction de la mortalité saisonnière. Ces chiffres, consignés dans les archives royales, établissaient objectivement la supériorité technique française et justifièrent les investissements massifs consentis pour généraliser cette innovation dans tout l'Empire. L'École royale de thermique coloniale était officiellement reconnue comme établissement d'excellence de l'enseignement technique français, égal en prestige aux grandes institutions métropolitaines. Ces diplômés, les fameux maîtres du feu, étaient désormais réquisitionnés pour équiper toutes les nouvelles entreprises coloniales françaises. Guyane, Antilles, Inde et même les comptoirs africains où les principes du bois s'adaptaient aux défis climatiques tropicaux avec la même efficacité révolutionnaire. Cette universalisation de l'innovation révélait sa véritable portée historique. Ce qui était né d'une adaptation ponctuelle aux rigueurs canadiennes devenait un ensemble de principes généraux applicables à tous les défis de l'habitat en milieu hostile. Les techniques du bois révolutionnaient l'architecture coloniale française sur tous les continents, donnant à l'Empire une supériorité technique qui compensait largement son infériorité démographique face aux concurrents anglais et espagnols. L'impact économique de cette révolution technique dépassait désormais le cadre colonial pour influencer l'économie métropolitaine française. Les commandes d'équipements spécialisés pour les installations façon Dubois stimulaient l'industrie française, les exportations de savoir-faire technique enrichissaient la balance commerciale et surtout,
Les profits accrus des colonies équipées selon ces méthodes alimentèrent le trésor royal et financèrent la politique de grandeur de Louis XIV. Cette réussite technique française suscitait une émulation internationale qui tournait à l'avantage de la France. Les puissances européennes tentaient désespérément de copier ou d'acquérir les techniques du bois, créant un marché lucratif du transfert de technologie où la France vendait son expertise à prix d'or. Cette supériorité technique temporaire mais décisive permettait à la France de négocier en position de force tous les traités coloniaux de l'époque. L'influence culturelle de cette révolution dépassait ses aspects matériels pour transformer l'image de la colonisation française. Alors que les autres puissances européennes étaient aperçues comme des exploitants brutaux de territoires et de populations, la France apparaissait comme une puissance civilisatrice qui apportait le progrès technique et l'amélioration des conditions de vie. Cette image positive facilitait grandement l'expansion française et l'acceptation de la présence française par les populations locales. Dubois lui-même, devenu malgré lui une figure emblématique de l'innovation française, recevait des honneurs qui dépassaient largement sa condition d'origine. Outre son anoblissement, il était nommé conseiller technique du roi pour les affaires coloniales, fonction qui lui permettait d'influencer directement la politique d'expansion française. Cette promotion sociale spectaculaire illustrait la capacité de la société d'Ancien Régime à reconnaître et récompenser le mérite authentique quand il servait les intérêts supérieurs de l'État. Cette reconnaissance institutionnelle s'accompagnait d'une prospérité matérielle considérable. Les brevets royaux accordés à Dubois sur ses innovations lui assuraient des revenus substantiels provenant de toutes les applications de ces techniques dans l'Empire français. Cette richesse, il la consacrait principalement au développement de son école et à la formation gratuite de nouveaux maîtres du feu issus des milieux populaires, perpétuant sa philosophie de partage généreux du savoir technique. L'héritage de l'innovation du bois dépassait largement son créateur pour s'inscrire dans l'histoire longue de l'ingéniosité française face aux défis environnementaux. Sa cheminée stupide était devenue le symbole d'une capacité d'adaptation et d'innovation qui caractériserait durablement l'esprit français d'Amérique. Cette tradition d'innovation technique, née d'une simple observation de la nature et d'un refus des conventions établies, continuera à inspirer les générations futures de colons français confrontés aux défis de l'habitat en milieu hostile. Au terme de cette extraordinaire épopée qui avait transformé une moquerie en révolution, l'innovation de Jacques Dubois avait démontré que le génie authentique peut surgir des conditions les plus humbles pour transformer non seulement la vie quotidienne, mais l'équilibre géopolitique d'une époque. Sa leçon demeurait intemporelle, l'observation patiente de la nature, l'audace de penser différemment et la générosité du partage peuvent accomplir des révolutions que ne réalisent pas toujours les sciences les plus sophistiquées. Cette cheminée mal placée avait réchauffé bien plus que des cabanes coloniales. Elle avait réchauffé l'âme de toute une civilisation en marche vers sa destinée américaine.